Alors bonjour, c'est Vicky Laframboise, je suis orthophoniste et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'anxiété, une réalité qui est quotidienne et envahissante chez notre population TSA, donc les troubles du spectre de l'autisme. Je vais utiliser l'acronyme aujourd'hui, ce qui facilitera grandement la discussion. Donc, comme je disais, je suis orthophoniste et je travaille depuis maintenant 15 ans auprès de la population TSA. Et depuis les 4-5 dernières années environ, on se concentre davantage sur l'anxiété. Présentement, on a un travail de partenariat avec l'Université d'Ottawa et avec les étudiants qui sont présentement à l'université, des groupes d'intervention, des groupes de discussion, et nous traitons énormément de l'anxiété. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, nous allons d'abord regarder en détail les nouvelles études qui ont été faites dans les dernières années concernant l'anxiété. Et ensuite, on va parler un peu de l'évaluation de l'anxiété et de l'intervention. Tout ça en lien avec les TSA. Alors, au niveau de l'aperçu du webinaire, nous allons commencer avec des définitions. Pour bien comprendre l'intervention, je crois qu'il est primordial de comprendre les enjeux, l'historique et les caractéristiques. Donc, ça nous permet d'intervenir de façon beaucoup plus efficace et avec des outils qui répondent exactement aux besoins de nos individus. On va aussi, j'aimerais beaucoup, je vais partager avec vous des expériences personnelles que je rencontre quotidiennement dans les groupes avec les adolescents et les adultes qui vivent de l'anxiété et qui ont un diagnostic TSA. Les signes, les symptômes qui sont vécus par la population. Et nous allons parler de l'évaluation et enfin, comment on peut intervenir de façon efficace. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut minimiser les effets du stress et de l'anxiété. Alors, allons-y. D'abord, voici une définition textuelle de ce que c'est l'anxiété. Donc, c'est vraiment une émotion qui est caractérisée par des sentiments de peur, d'inquiétude, de difficulté et de crainte, et c'est souvent, ou la plupart du temps, accompagné de changements physiques. Et on va voir un petit peu plus loin là, ce dont je vous parlais, les signes et les symptômes. Alors, les personnes qui souffrent de troubles anxieux, et ici, je parle vraiment d'une définition générale, et ça s'applique à toute la population qui a des troubles anxieux. On peut avoir des pensées qui sont intrusives ou bien des préoccupations récurrentes. Donc, qui reviennent, c'est en boucle souvent. On va éviter certaines situations qui causent trop d'anxiété. Et puis, on va avoir des symptômes physiques, par exemple la transpiration, des tremblements, des étourdissements, ou bien on peut avoir une accélération du rythme cardiaque. Donc, pris à petite échelle, chacun d'entre nous va vivre de l'anxiété au quotidien sur une base plus ou moins régulière. Par contre, dans un cas d'une personne qui vit ou qui a un trouble anxieux, alors là, c'est à ce moment-là qu'on va avoir des situations paralysantes qui nous empêchent de faire des choses. Alors, le nouveau DSM-5 qui est sorti récemment fait état des troubles anxieux suivants. Donc, je vais rapidement vous donner une courte définition de chacun de ces troubles. Et tantôt, ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre certains de ces troubles et les TSA. Donc, un des troubles anxieux est l'anxiété de séparation. Ce qu'est l'anxiété de séparation, c'est vraiment un développement qui est inapproprié, puis une peur excessive en lien avec la séparation d'une personne familière. Donc, souvent, dans le cas de la séparation avec les parents. Donc, l'enfant va avoir une peur excessive, il va avoir des comportements complètement hors de contrôle lorsqu'il est séparé de la personne qui s'occupe de lui.
Donc, on a à ce moment-ci un trouble d'anxiété de séparation. Le mutisme sélectif, ça c'est dans le cas où inconsciemment, on ne parle pas dans certaines situations qui en fait nous demandent de parler. Alors, par exemple, un enfant peut ne pas parler du tout à la garderie, alors qu'il parle à la maison. Un adolescent peut ne pas du tout parler à l'école, alors qu'il parle avec ses parents. Donc, dans ce cas-là, quand c'est identifié, on va parler de mutisme sélectif. Il y a les phobies spécifiques. Alors, un trouble de phobie spécifique, c'est vraiment quand on a une peur qui est marquée sur un objet ou bien une situation particulière. Donc, par exemple, on a une peur marquée de voler, on a une peur des hauteurs, mais qui ne se contrôle pas et qui nous empêche de faire certaines activités. Donc, là, on va parler de phobie spécifique. Le trouble d'anxiété sociale, c'est vraiment une peur ou vraiment une anxiété dans des situations sociales dans laquelle l'individu sait qu'il est observé par d'autres personnes. Et il craint qu'il ou elle soit évalué négativement. Donc, ça va faire en sorte que l'individu va éviter les situations sociales. Donc, à ce moment-ci, on va parler de troubles d'anxiété sociale. Je suis certaine que vous pouvez faire un lien déjà avec certains des troubles anxieux et les TSA. Il y a aussi le trouble de panique. Ça, c'est vraiment des attaques de panique qui sont inattendues, spontanées et périodiques. Donc, ça va être des périodes très, très brusques de malaise physique, de peur. Ça va atteindre un pic en quelques minutes. Donc, ça se fait rapidement. Et à ce moment-là, on va voir nos symptômes physiques et cognitifs qui vont être exacerbés par la situation. Donc, le trouble de panique. Ensuite, nous avons l'agoraphobie. Ce que c'est vraiment une peur marquée de certaines situations en raison de pensées qu'on a, qui là, on se dit, bon, bien, la fuite, si jamais il y a une situation d'anxiété qui se produit, je ne pourrai pas fuir, je ne pourrai pas éviter la situation. Alors, ça fait en sorte que je vais éviter d'aller dans ces situations-là, dans les grandes foules. Puis enfin, on a le trouble d'anxiété généralisée. C'est vraiment de l'anxiété excessive qui est incontrôlable d'un certain nombre d'activités ou d'événements. Alors, ça fait le tour des troubles anxieux tels qu'ils sont définis dans le DSM-5 de façon très sommaire. Bon, là, je veux partager avec vous, parce que généralement, dans le cadre des ateliers, dans le cadre des groupes de discussion qu'on offre, une des premières questions qu'on va demander aux participants, c'est pouvez-vous partager avec nous qu'est-ce que c'est pour vous l'anxiété? Parce qu'on a des belles définitions, c'est défini, les scientistes, tout le monde a sa définition, mais là, je veux partager vraiment la façon dont ils vivent cette anxiété-là, et c'est de façon, on me dit souvent, quotidien, et ils doivent gérer de l'anxiété pratiquement plusieurs fois par jour. Alors, on a la barrière qui m'empêche d'agir. Donc, c'est vraiment impossible. Cette anxiété-là ne me permet pas de faire ou d'effectuer certaines tâches, certaines demandes sociales. Je suis incapable d'agir. J'ai aussi un étudiant qui me dit c'est vraiment se forcer à affronter le feu des canons. C'est tellement intense que là, l'analogie est intéressante. Ça nous démontre à quel point ça les empêche d'aller vers les situations sociales. C'est aussi le sentiment de combat et ou de fuite. La question qui se pose souvent, c'est est-ce que je peux vraiment éviter cette situation-là? À cet effet, souvent, ils ne veulent pas éviter les situations. Ils aimeraient beaucoup participer à ces situations sociales-là, ces activités. Par contre, en n'ayant pas les outils nécessaires ou en vivant avec ces troubles anxieux-là, ils sont confinés
à ne pas y participer. Et c'est vraiment une émotion qu'ils ressentent dans la poitrine ou dans les tripes et qui m'empêche d'avancer. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'il y a un lien à faire avec la définition, les définitions textuelles qui existent, mais je trouve ça plus intéressant quand on peut les voir de façon personnelle. Donc, la première étape, quand on s'assoit ensemble, je leur demande, bon, bien, définissez-moi votre définition d'anxiété. Puis par la suite, on détermine, bon, quels sont les sujets qu'on aimerait aborder. Puis l'anxiété est toujours le premier sujet abordé lors des ateliers. Donc, c'est vraiment une préoccupation constante. Ils en sont conscients, puis là, je parle de mes adolescents adultes, ils en sont conscients et ils sont à la recherche d'outils d'intervention pour leur permettre d'affronter ces difficultés-là. Bon, tantôt, on parlait de symptômes physiques, donc voici une liste que j'ai utilisée avec les participants, mais également dans la littérature. Alors, on peut avoir des sueurs, des tremblements, se sentir fatigué, des papillons dans le ventre, troubles de sommeil, dont de l'insomnie, souvent c'est très fréquent, des palpitations, les mains moites, des douleurs à l'estomac, une respiration qui va être difficile, des sursauts, des tics, les muscles peuvent être tendus, maux de tête, serrement dans la poitrine, les mouvements répétitifs, et de l'écholalie. Bon, on peut avoir un ou quelques-uns de ces symptômes-là. Ça va varier aussi d'une situation à l'autre en fonction du niveau d'anxiété qu'on va vivre. Mais bref, ce sont les symptômes qu'on va retrouver. Je trouve ça intéressant, l'écholalie, j'ai pas retrouvé ça nulle part dans la littérature. Si un participant, quand la situation devient anxiogène, automatiquement, il va utiliser l'écholalie. Donc, dans son cas, ce sont des petits sons pour tenter de s'auto-réguler et de diminuer l'anxiété. Alors, je pense que ça va être intéressant d'étudier le lien entre l'écholalie et l'anxiété. En plus des symptômes physiques, il y a également des symptômes psychologiques et émotionnels qui sont associés à l'anxiété. Donc, on va avoir des sentiments d'appréhension, de crainte, le sentiment de se sentir inutile, l'irritabilité, la confusion, la panique, des changements d'humeur, perte d'intérêt, des difficultés à se concentrer, de la nervosité, des sentiments d'insécurité, le désir de s'échapper ou de fuir, tantôt je vous disais combat ou fuite, et la dépression qui est bien souvent associée à l'anxiété. Alors, les deux listes que je viens de vous énumérer, si vous êtes parent, ça vous permet peut-être d'avoir une idée quels sont ces signes et symptômes. Si vous êtes un individu qui a un diagnostic TSA aussi, ça peut vous permettre de mettre un nom. Parce qu'à la base, quand on est capable d'identifier et de comprendre nos sentiments, nos émotions viennent d'où, bien, ça nous permet de pouvoir commencer à intervenir de façon efficace. Bon, alors, nous y voilà, l'anxiété et les troubles du spectre de l'autisme. Ça fait à peu près, bon, je vais recommencer ça en vous disant que Kanner en avait parlé quand il a parlé du diagnostic de l'autisme, pas en termes clairs et précis, mais il avait déjà soulevé dans la liste de signes et symptômes anxiété. Donc, c'est définitivement pas quelque chose de nouveau. Par contre, ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on a commencé à étudier la corrélation entre les TSA et l'anxiété. On se pose la question pourquoi. Bon, il n'y a pas de réponse. Je ne vous apprends rien de nouveau. Il n'y a pas de réponse claire et précise. Par contre, il semblerait qu'il est très difficile de séparer clairement la comorbidité, donc des symptômes de l'anxiété et de l'autisme. Par contre,
les études avancent et on a de plus en plus d'informations et la prochaine partie de ma présentation va faire état des résultats actuels de la recherche et l'anxiété chez la population TSA. Alors, la question complexe pour les cliniciens et les chercheurs, là, je ris, mais c'est toujours des questions complexes et c'est toujours des questions sans réponse. On veut savoir, est-ce que les symptômes qui sont associés, comme l'anxiété, sont inextricablement liés aux caractéristiques inhérentes du trouble ou est-ce qu'il s'agit de symptômes distincts? On ne le sait pas encore. Par contre, voici où en sont les recherches. La prévalence. Alors, chez la population ayant un diagnostic TSA, on pense qu'il y aurait entre 11 et 84% des cas qui auraient un trouble d'anxiété. Ça varie beaucoup et ça dépend des études. Donc, pourquoi cet écart si important? D'abord, il y a un large éventail de mesures d'évaluation qui sont utilisées et on a une absence d'outils d'évaluation validés. Donc, c'est pour ça que l'écart est si important. Puis, il n'y a pas beaucoup d'études non plus qui ont évalué la prévalence. Occurrence. Vous vous souvenez tantôt quand je vous parlais des différents troubles de l'anxiété avec les critères diagnostiques du DSM-5? Alors ici, voici les types qui sont le plus souvent reliés aux troubles du spectre de l'autisme. Donc les phobies spécifiques, troubles d'anxiété généralisée, troubles d'anxiété sociale et l'anxiété de séparation. Puis, il y a aussi les troubles obsessifs-compulsifs. Là, je les ai mis entre guillemets parce que le DSM-5, ils ne font plus partie des troubles d'anxiété. Par contre, on les a relevés dans les études comme ayant une forte corrélation avec les TSA. Ensuite, expression de l'anxiété, ce que je veux dire, c'est comment l'anxiété... les signes qu'on va retrouver chez notre population. Donc, il y a des similitudes et des différences qui sont notables des symptômes de troubles anxieux. Alors, au niveau de l'augmentation des symptômes, on va avoir des symptômes plus importants au niveau obsessionnel compulsif chez notre population. Et là, quand je parle de comparaison, je compare avec la population générale, mais qui a un trouble de l'anxiété. Donc, je prends une population qui a un trouble de l'anxiété générale et ma population TSA plus trouble de l'anxiété identifié. Nos individus TSA ont des craintes de blessures plus importantes et font plus d'évitement social. Au niveau des phobies, on a plus peur des vaccins et des aiguilles, une augmentation au niveau de la peur des foules, mais par contre, peur au niveau des phobies plus typiques, là, par exemple les tunnels, volets, les ponts, on retrouve moins ces phobies-là chez la population TSA. Puis, on a moins aussi d'évaluation sociale par les pairs et d'obsession. Donc, chez l'individu TSA, on a moins, où on se questionne moins à savoir si on est jugé socialement par les pairs que notre population qui a un trouble d'anxiété. Là, je vous rapporte ce que la littérature nous dit présentement. Apparition, alors, ici, c'est important de comprendre que le développement des fonctions cognitives supérieures, qui arrivent un peu plus tard dans le développement, vont précéder. Hein? Donc, ça nous prend, il faut que nos habiletés cognitives se développent suffisamment pour qu'ensuite, en fait, nos symptômes d'anxiété apparaissent. Parce que mon raisonnement cognitif abstrait est différent et me permet d'avoir des craintes.
Par contre, puisque ce développement-là apparaît plus tardivement chez la population TSA, alors les symptômes d'anxiété abstraite vont apparaître plus tard et souvent à un degré moindre. C'est très théorique, mais vous allez voir plus tard. On va tenter de rendre ça plus pratique. OK, les facteurs étiologiques. C'est très important de comprendre les facteurs étiologiques, toujours dans le but d'adopter une approche basée sur les besoins réels lors de l'intervention. Donc, encore là, on a une relation qui est bidirectionnelle. Alors, est-ce que les symptômes d'un TSA peuvent causer l'anxiété? Et l'anxiété peut exacerber les symptômes d'un TSA. Donc, en fait, la relation est dans les deux directions. Comment est-ce que les caractéristiques du TSA peuvent augmenter les risques d'anxiété? Et ça, c'est vraiment important. Puis je trouve qu'à ce niveau-là, on fait de plus en plus de recherches qui nous donnent de plus en plus de pistes pour l'intervention. Alors, nos déficits sociaux ont un impact important au niveau de l'anxiété, ce qui est quand on parle de confusion sociale et imprévisibilité des situations sociales. Ça va avoir un impact sur l'augmentation du sentiment d'anxiété. Le déficit au niveau de la théorie de l'esprit qui a été largement étudié démontre que aussi, ça a un impact sur l'anxiété, puisque quand j'ai une difficulté à prendre la perspective de l'autre personne, clairement que ça va me créer de l'anxiété et des émotions de stress. Les déficits aussi au niveau de la cohérence centrale, tout ce qui est habileté sociale, le manque de réciprocité, les difficultés à planifier en prenant en considération l'ensemble des facteurs, les obsessions qu'on peut avoir avec les systèmes, les intérêts restreints, tout ça fait en sorte, puisque j'ai des déficits à ce niveau-là avec un diagnostic TSA, bien ça va augmenter l'anxiété. Et il y a 70 % des enfants, une étude qui démontre que 70 % qui ont un TSA sont victimes d'intimidation. Alors, ce que ça produit, en fait, c'est qu'ils vont développer une attente réaliste, mais qui est négative des situations sociales. Et inversement, on va avoir de l'évitement au niveau de ces situations-là. Les comportements répétitifs, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très possible que la relation entre les comportements répétitifs et l'anxiété existe parce que la présence de l'anxiété peut mener à une augmentation des comportements répétitifs. Bon, OK. Alors, si je suis anxieux, il est possible que je vais démontrer davantage de comportements répétitifs et on semble dire que c'est ou bien pour éviter ou une forme de mécanisme de défense. Donc, et j'aurais tendance à parler aussi ici d'autorégulation pour tenter de diminuer les sentiments d'anxiété. On peut avoir recours à des mécanismes ou à des patrons répétitifs d'un certain comportement. En fait, c'est probablement une relation bidirectionnelle ici. La résistance au changement, il y a une possibilité également que ça impose des risques d'anxiété. Les recherches abondent dans cette direction-là. Ensuite, les différences dans les processus sensoriels. La majorité des études s'est plutôt penchée vers l'hypersensibilité, qui peut conduire à l'angoisse dans certaines situations où c'est impossible de contrôler la nature et l'intensité des stimuli. Alors, si par exemple les bruits forts dans une foule, puisqu'on est hypersensible, on est incapable de gérer ça, ça va augmenter mon sentiment d'insécurité et par conditionnement de la peur, là, on va développer une réponse phobique à ces situations-là et on va éviter
de participer ou de simplement interagir et dans ces situations sociales-là. L'augmentation des phobies est peu fréquente, mais le lien qui est établi, là, on nous dit que c'est inconsistant. Donc, en fait, on ne sait pas encore au niveau des processus sensoriels si oui ou non, ça augmente l'anxiété. La persévération aussi qu'on va retrouver chez la population TSA peut amener aussi des symptômes d'anxiété parce que c'est difficile pour nous, quand on persévère, d'éloigner nos pensées qui sont désagréables et douloureuses. Donc, on va avoir tendance en boucle à se répéter nos pensées et ça augmente de façon exponentielle nos signes d'anxiété. Puis là, on va voir tantôt comment la thérapie cognitivo-comportementale peut agir directement à ce niveau-là. La régulation émotionnelle aussi, c'est cette façon-là qu'on a de contrôler, de gérer nos émotions, nos réactions émotionnelles pour être en mesure d'avoir un comportement qui est adapté à la situation. Donc, si c'est difficile pour nous au niveau de réguler nos émotions dans différentes situations, alors on aura l'effet aussi de voir une augmentation de l'anxiété. Et en fait, rapidement, au niveau neurologique, on a démontré que l'amygdale et des portions du cortex préfrontal sont liées au processus émotionnel, donc par ricochet au niveau de l'anxiété. Bon, il y a eu des théories plus simplistes qui ont été élaborées. On en est aujourd'hui à dire qu'on a besoin de faire plus de recherches pour établir un lien beaucoup plus direct à cet effet. Bon, c'est très scientifique tout ça, mais je pense que ça nous permet, en comprenant bien les facteurs étiologiques et le lien qu'on a avec les TSA, comment on peut bien évaluer et ensuite comment on peut bien intervenir. L'évaluation. Donc, comment est-ce qu'on peut évaluer l'anxiété chez un individu qui a un trouble du spectre de l'autisme? Il existe différents outils. D'abord, les évaluations comportementales où l'objectif global, c'est de formuler des hypothèses qui concernent les antécédents et les conséquences. Ce que ça nous permet de faire, l'évaluation comportementale, en fait, c'est de déterminer si les difficultés qui sont liées à l'anxiété, est-ce qu'ils sont réellement liées à de l'anxiété réelle ou simplement à de l'évitement d'une certaine tâche. Alors, il existe des formulaires, il existe des questionnaires que le thérapeute peut utiliser pour avoir une évaluation comportementale. Il y a les entrevues aussi comportementales qu'on peut utiliser. Les entrevues, on doit rencontrer l'individu. Puis encore là, on a des questions spécifiques à lui poser. Mise en garde, c'est important de prendre en considération les habiletés cognitives et langagières, parce qu'on ne veut pas biaiser nos résultats. On veut vérifier, en fait, est-ce que l'individu a réellement un trouble d'anxiété. Et aussi, c'est souvent de rencontrer les gens dans l'environnement qui sont impliqués directement avec l'individu, tout simplement parce qu'ils vont nous donner des informations très importantes que l'individu n'a peut-être même pas perçues. Il y a aussi des outils de dépistage, outils diagnostiques. C'est assez limité. Il y a deux types. Donc, il y a les outils, les instruments qui ont été développés, mais ça permet d'évaluer un large éventail de psychopathologies chez l'individu avec un TSA. Alors, ce n'est pas spécifiquement conçu pour évaluer l'anxiété. Donc, un thérapeute qui a de l'expérience, une expertise, va être en mesure d'aller chercher les éléments nécessaires. Par contre, ce ne sont pas des outils spécialement conçus pour l'anxiété chez les individus TSA, ça n'existe pas.
Il y a aussi les instruments, par contre, qui sont conçus pour évaluer l'anxiété dans la population générale. Et là, je vous fais abstraction. Là, je ne vais pas toutes vous nommer les outils, mais il y en a qui existent pour évaluer l'anxiété chez la population générale, qui ont été adaptés pour la population TSA et qui peuvent être utilisés. En fait, ce que je dis, c'est qu'on peut les utiliser, les outils, mais toujours en prenant en considération les limites. Et peut-être pour nous donner une base pour aller chercher de l'information pertinente, mais c'est dans un ensemble, je pense qu'on peut se permettre une évaluation complète. Et dans la mesure du possible, c'est en questionnant directement là, notre individu, on va facilement se rendre compte que oui, ils vivent de l'anxiété. Ce qui est super intéressant, c'est de l'observation directe des comportements. Ça nous en dit beaucoup, ça nous informe énormément et souvent, les individus sont plus qu'en mesure de nous exprimer comment ou pourquoi ils vivent l'anxiété. Et il y a les mesures physiologiques. Ça, on recommande souvent ça dans les études, là. Par contre, dans la clinique, c'est très peu utilisé. On a encore des doutes présentement. Est-ce que les conditions sont optimales? Quelles mesures seraient les plus favorables à vérifier l'anxiété? Bon, le battement, le rythme cardiaque. Puis, on n'a encore pas suffisamment d'informations réelles pour la validité des résultats. Puis aussi, on se rend compte que c'est un défi pour certains individus qui tolèrent pas très bien là, tout l'équipement qui est en lien avec les mesures physiologiques. Ceci étant dit, ça peut être un outil et qui va certainement se développer dans les prochaines années davantage. Alors, c'est l'évaluation de l'anxiété chez les TSA. OK. Alors, là, je vous ai transmis toute cette information. Maintenant, on fait quoi pour l'intervention? Ça, c'est la question qui revient toujours. Il y a certains exemples qui sont répertoriés dans la littérature dont je vais partager avec vous aujourd'hui et je vais aussi partager mon expérience clinique. Donc, les groupes avec lesquels on travaille depuis maintenant 3 ans, je vais vous expliquer un peu le travail qui est fait et les observations subjectives qu'on peut en faire. Bon, alors un des exemples qui est répertorié, ce sont le traitement comportemental. La composante principale ici, c'est vraiment une exposition graduelle, puis le renforcement d'un comportement qui se rapproche d'un comportement attendu. Alors, on a différentes techniques qui vont être utilisées, la désensibilisation systématique. Alors, on va prendre l'élément d'anxiété ou de peur et on va exposer l'individu et graduellement, de plus en plus, de façon très hiérarchique, à cet élément-là pour éventuellement en arriver à arrêter cette peur en lien avec le stimuli. On va utiliser l'incitation aussi et le modelage par vidéo, c'est utilisé puis c'est répertorié dans la littérature. Le traitement comportemental est présentement davantage utilisé dans le cas de phobies spécifiques, si on retourne à nos troubles anxieux. Phobie sociale, donc phobie d'aller dans un endroit où il y a d'autres gens. Puis ça peut être aussi simple qu'une petite salle avec 5 individus, là, la phobie sociale. Et avec les troubles obsessifs compulsifs. L'implication des proches devrait faire partie le plus possible de l'intervention. Parce qu'on se rend compte que les interactions parents-enfants, là, je parle peut-être plus chez nos plus jeunes, nos adultes qui sont autonomes, les parents sont moins impliqués, quoiqu'ils le sont souvent par ricochet parce que c'est
la première personne vers qui l'individu va se tourner, parce que la relation peut maintenir les comportements d'évitement. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que bien malgré lui, le parent va maintenir cet sentiment d'anxiété-là, puis l'enfant, l'adulte, l'adolescent, bon, c'est tout le temps des autres. L'enfant, l'adolescent, l'adulte va peut-être pas développer des stratégies intrinsèques, donc des stratégies qui lui appartiennent pour gérer son anxiété. Alors, il va avoir recours à son parent pour que son parent gère à sa place l'anxiété. Donc, chez le petit enfant, c'est la nature du parent. C'est ce que le parent fait. Par contre, on se rend compte que l'intervention avec le parent peut faciliter cette transition-là et rediriger les outils vers l'enfant, l'adolescent ou l'adulte, qui a des effets très positifs à long terme. Et enfin, on se rend compte que l'entraînement aux habiletés spécifiques, c'est pratiquement primordial pour traiter l'anxiété. Quelles sont ces habiletés qui peuvent être ciblées? Alors là, je fais le lien avec la diapo qu'on a vue précédemment qui démontrait quels sont les comportements chez la personne TSA qui peut augmenter l'anxiété. Alors ici, l'initiation des interactions avec les pairs. Tous ces types d'interventions-là vont faire en sorte qu'on outille davantage notre population et en se sentant mieux outillé, plus performant, risque de développer davantage de confiance pour participer dans des situations sociales, puis là, on va avoir un effet positif qui va en découler. Alors, les habiletés de conversation, c'est primordial de développer les habiletés de conversation, la flexibilité cognitive, l'organisation, l'adaptabilité, travailler en groupe, travailler en équipe. Ça va avoir des répercussions pas seulement au niveau immédiat, mais quand on parle à long terme, au niveau des habiletés pour le travail, les relations de travail, le travail d'équipe. C'est important qu'on commence à travailler ça le plus tôt possible. Et aussi comment gérer la manipulation, parce que souvent, on entend qu'ils sont victimes de manipulation, intimidation, donc c'est important de travailler ces aspects-là. Et une approche qui est intéressante, c'est vraiment des enseignements explicites, donc on explique les règles sociales, les règles de conversation, les règles de communication, et on les met en pratique également. Donc, généralement, on est capable d'expliquer toutes les règles, c'est de les mettre en pratique qui demeure un défi, et l'intervention de groupe a cet effet positif qui nous permet de le travailler. Tout ce qui est communication sociale, habileté sociale, aptitude à l'autonomie. Alors, tout ça mis ensemble nous permet de travailler également l'anxiété, de réduire l'anxiété dans certaines situations. Bon, une thérapie qui a fait ses preuves pour la population générale qui a un trouble d'anxiété, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Et c'est également, on démontre des résultats très positifs avec la clientèle, les individus TSA. Qu'est-ce que c'est la thérapie cognitivo-comportementale? C'est vraiment c'est bon pour l'articulation. C'est une psychothérapie à court terme qui va être basée sur l'observation et la régulation des liens entre les pensées, les émotions et les comportements. Là, je vais vous donner des exemples précis. On a proposé au fil des années des adaptations pour les TSA, donc plutôt que de l'utiliser tel quel, on demande dans certains cas d'avoir des stratégies qui sont visuelles et concrètes, surtout pour les nouveaux concepts, d'avoir établi une hiérarchie spécifique, donc en fonction des besoins de l'individu, d'inclure les intérêts spécifiques
et d'engager activement les parents. Bon, en fait, ça dépend un peu là, de l'âge, du niveau et de l'implication de l'individu. Mais ça a été démontré que si on adapte la thérapie de cette façon-là, ça va avoir des effets encore plus positifs. Alors, on a ici la structure conceptuelle des émotions. Comment on va démontrer dans la thérapie qu'est-ce qui se passe au niveau de mes pensées? Alors, on a d'abord, vous voyez, un événement déclencheur. Ensuite, qui amène les pensées-croyances. Et enfin, qui vont apporter les conséquences émotionnelles. On a souvent tendance à penser, surtout dans un événement où on est anxieux, que l'événement déclencheur est tout de suite, immédiatement responsable de ma conséquence. Alors qu'en fait, l'événement déclencheur va activer mes pensées, mes croyances qui, eux, vont générer les conséquences émotionnelles. Je vous donne un exemple, OK, bien simple. On est dans la rue, il y a quelqu'un qui passe à côté de nous, puis il ne nous regarde pas. Événement déclencheur. Conséquences émotionnelles, ah ben là, ça y est, je suis déprimée parce que cette personne-là ne m'aime pas ou bon. Alors, c'est ma pensée et ma croyance qui ont amené ma conséquence parce que je me suis immédiatement dit, OK, cette personne-là m'ignore, elle m'aime pas, conséquent, je suis déprimée. Alors que si ma pensée ou ma croyance avait été, oh, elle est préoccupée par quelque chose d'autre, ma conséquence émotionnelle aurait été tout autre. Bon, mais finalement, c'est pas ma faute. Cette personne-là est préoccupée, donc ma conséquence va être beaucoup plus positive que négative. Alors, en gros, c'est un peu la thérapie cognitivo-comportementale, c'est de nous amener à modifier ces... J'encercle. Voyez-vous, j'encercle pensée, croyance, là, mais c'est pas comme la météo en arrière. Mais pensée, croyance, nous amener à changer les pensées, croyances qui vont avoir des résultats directs sur nos conséquences émotionnelles. D'accord. Ensuite, voici le cycle de l'anxiété. Puis j'ai mis la référence Lee et Wilkinson, qui lui a vraiment, c'est un livre qui vient de sortir et qui fait état de la thérapie cognitivo-comportementale pour les TSA. Donc, voici le cycle de l'anxiété. J'ai les pensées, les sentiments et les comportements. Alors, pensées, par exemple, je peux pas faire face à cette situation-là. Ah non, ça ne devrait pas arriver, c'est terrible. Bon, là, ça, c'est mes pensées très négatives qui m'amènent avec des sentiments d'anxiété, de peur, de panique. Comportement, je vais éviter les gens, je ne vais pas sortir ou bien je vais quitter plus tôt. Alors, en somme, ce que cette thérapie-là essaie ou travaille, c'est vraiment de changer la pensée pour qu'on ait des comportements qui deviennent plus positifs. Alors, les stratégies qui sont ciblées par la thérapie cognitivo-comportementale, d'abord, l'imagerie. Ça nous permet de réduire le stress et de promouvoir un sentiment général de bien-être. Donc, vraiment, on se concentre à augmenter le contrôle positif, émotionnel et physique. Puis, en fait, on va modifier le centre de nos pensées. Puis ça va nous permettre de visualiser des nouvelles stratégies d'adaptation, en fait, afin de faire face aux sentiments de dépression et d'anxiété. Alors, c'est simplement de nous visualiser dans certaines situations qui nous rendent anxieux et de tenter de visualiser, les stratégies qui nous permettraient d'être plus confortables dans ces situations-là. Il y a ensuite, très important, de devenir attentif au moment présent. Encore là, ça nous permet de réduire le stress et de promouvoir le sentiment d'acceptation.
C'est souvent très relié à l'anxiété de penser qu'on n'est pas suffisamment performant, que les gens vont nous juger, qu'on n'a pas le droit à l'erreur, alors que tout ça, ce sont des perceptions qui sont fausses. Et être présent au moment présent va nous permettre de vivre ces émotions-là. Puis un des exercices, c'est simplement d'apprendre à marcher et de se concentrer uniquement sur ce que je vois et non pas sur mes pensées. Ensuite, il y a le dialogue interne positif. Alors, notre dialogue interne peut ou bien être positif, négatif ou neutre. Donc, en fait, je vous ai mis un petit exemple de tableau où on va demander aux participants d'écrire quelle est la situation, quel était mon dialogue, est-ce qu'il était négatif ou positif, et on va travailler à changer donc le dialogue pour qu'il devienne positif. Puis enfin, on a la résolution de problèmes, parce que si on adopte une stratégie de résolution de problèmes qui est rationnelle afin d'identifier des moyens efficaces pour faire face aux problèmes pratiques qu'on va rencontrer, bien, ça nous rend moins anxieux dans la situation. Alors, encore là, il y a des exercices qui sont proposés et qui sont faits en accompagnant l'individu. Donc, la thérapie cognitivo-comportementale a démontré des résultats positifs. Enfin, il y a les traitements pharmacologiques. Il y a certainement présentement un manque évident de recherche à ce niveau-là. Les médicaments qui sont le plus prescrits pour l'anxiété et les TSA sont, je vais vous lire ça, là, les antidépresseurs inhibiteurs de la récapture de la sérotonine, ISRS, dont citalopram, fluvoxamine. Par contre, il y a beaucoup d'effets secondaires, augmentation du niveau d'activité, l'impulsivité, l'insomnie, la désinhibition. Donc, pour certains individus, par contre, il y a des effets positifs. Alors, par contre, les études, ils ont utilisé de très petits échantillons. Il n'y a pas nécessairement de groupe contrôle et ou d'évaluateurs externes indépendants. Donc, les résultats, ça demande plus de recherche. Mais pour certains individus, le traitement pharmacologique combiné aux autres types d'interventions peut avoir des résultats favorables. En conclusion, voilà, je vais un peu vous parler, là, je n'ai pas d'autres diapos, mais par expérience, le traitement efficace pour l'anxiété demeure, d'après moi, une combinaison. Donc, dans un cas, si on a besoin d'un traitement pharmacologique, combiné à une thérapie cognitivo-comportementale, combinée à une thérapie de groupe, peut avoir des effets très positifs. D'abord, si on peut travailler dans un environnement où on a d'autres individus qui vivent les mêmes situations que nous, ça dédramatise un petit peu les situations. Juste l'échange, le partage de nos expériences, de nos défis, et ensuite le travail qui se fait entre les participants pour trouver des solutions peut et a un impact positif. Alors, c'est sur ce qu'on se penche avec l'Université d'Ottawa. Donc, c'est vraiment des rencontres qui permettent aux étudiants de partager, mais aussi de venir chercher les outils nécessaires. Donc, on va puiser un peu de la thérapie cognitivo-comportementale pour tenter de travailler les pensées, mais on va aussi travailler les fonctions exécutives, l'organisation à l'intérieur du groupe. On va favoriser l'organisation de sorties entre eux. Alors, il se développe un lien d'amitié important et qui a des effets très positifs. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et ce fut un plaisir pour moi de passer cette heure-là avec vous. Merci.